Bien, bonjour tout le monde. Ça y est, j'ai ouvert le micro. Donc, on va pas tarder à commencer. Il nous manque du monde. Est-ce que vous pouvez réagir pour me dire si vous m'entendez bien comme d'habitude? C'est un tambourin, pour ceux qui se demandent ce que c'était. On a fouillé les placards. Oui, un tambourin. Tambourin, on peut à la fois faire... Alors, je suis très mauvaise en tambourin, mais vous pouvez agiter les clochettes et taper dessus. Alors, pendant ce temps, on en a qui arrivent. Donc, je vous donne le programme du jour. On va finir la conclusion qui était en cours sur le chapitre premier principe. Donc, j'espère que vous allez rassembler votre énergie pour travailler. Et ensuite, on va parler un petit peu des corrections de ce que je vous ai envoyé, aussi bien le DM de cinétique et l'analyse de documents. Et ensuite, on va commencer le chapitre suivant. Voilà, on commence. Alors, on en était hier à faire un petit bilan sur une énergie constante qui était 1 kWh. Donc 1 kWh, c'est à notre portée. C'est une grandeur qui est vraiment macroscopique. Ça correspond à une énergie qui est facilement accessible, beaucoup consommée. Pour la petite histoire, si c'est de l'énergie électrique, ça vous coûte environ 15 centimes d'euros, 1 kWh. Et on va voir comment on peut stocker cette énergie. On a déjà vu comment on pouvait la fabriquer. 1 kWh, il faut faire tomber 10 tonnes d'eau de 40 mètres. Donc, vous voyez, ça vous coûte 15 centimes. Mais il y a un moment, pour avoir cette énergie-là, il a fallu faire tomber 40 tonnes d'eau de 10 mètres ou 10 tonnes d'eau sur 40 mètres de haut, ce qui fait beaucoup, dit comme ça. Donc, toutes les activités humaines consomment de l'énergie. Je vous ai donné quelques petits exemples. Donc, je vous rappelle que ce que vous avez à l'écran, c'est un document PDF. Il est sur 2 pages et c'est à vous de zoomer pour avoir la page qui est en dessous ou au-dessus. Donc, il y a 2 pages, c'est des réductions pour que vous puissiez imprimer sans utiliser trop de papier. Donc, pour passer, il y a quelque chose en dessous à chaque fois. Donc, pour avoir aussi bien des aliments qui viennent de loin que n'importe quoi, vous consommez de l'énergie. Donc, toutes vos activités consomment de l'énergie. Et vous avez quelques ordres de grandeur. Voilà, ici. Qui indiquent un petit peu les énergies consommées à chaque fois que vous mangez. Donc, par exemple, quand vous mangez 100 grammes de bœuf, vous consommez la même énergie que 40 tonnes d'eau qui tombent de 10 mètres. Donc l'énergie, elle a différentes formes et on est souvent amené à devoir la stocker. Donc pour stocker l'énergie, là encore, il y a différentes possibilités. Je l'ai fait dans le désordre par rapport à ce que je vais commenter. Donc on reprend ici, on peut faire l'inverse, de descendre de l'eau, on peut monter de l'eau pour stocker de l'eau en altitude et ça revient à stocker de l'énergie sous forme énergie potentielle. Donc, c'est le moyen de stockage de l'énergie électrique qui est le plus courant en France, en tout cas. Parce qu'en France, on a un relief adapté. Et pour ça, c'est dans des barrages doubles. Il y a 2 lacs de retenue, un en haut et un en bas. Et aux heures où il n'y a pas une forte demande électrique, de l'eau est pompée avec des pompes électriques du réservoir du bas et envoyée dans le réservoir du haut. Et ensuite, donc, cette eau cette eau qui est stockée en hauteur va constituer une réserve d'énergie. Alors, quand on fait ça, quand on transfère de l'énergie de cette façon, il faut savoir que c'est jamais à 100%, hein. Quand on va envoyer de l'eau en hauteur, l'énergie qu'on pourra récupérer quand on voudra utiliser cette énergie sera toujours inférieure à l'énergie qu'on a dépensée pour l'envoyer en hauteur. Donc, on verra ça justement avec les conservations d'énergie. Il y en a un petit peu qui va être perdu dans les pompes. Et donc, c'est de l'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur. Donc, les rendements énergétiques sont jamais de 100%. Ça n'existe pas. Donc, premier moyen de stockage, envoyer de l'eau en général en hauteur. Et ça représente des grosses quantités. Et il faut également un relief adapté. Ce n'est pas aux Pays-Bas qu'on va pouvoir faire ce genre de manœuvre, par exemple. Autre façon qui est plus à la mode,
là, je reviens à la première ligne du stockage. On peut utiliser des batteries électriques. Dans ce cas-là, on dit que c'est un stockage sous forme chimique et ça revient à charger. C'est l'inverse d'une pile, une batterie, quand on la charge, elle fonctionne à l'inverse d'une pile. Une batterie, quand elle délivre de l'énergie, elle fonctionne en tant que pile, ce que vous avez étudié dans le cours d'oxydoréduction. Et quand on charge la batterie, on fait exactement la manœuvre inverse qui s'appelle une électrolyse. Donc, si on veut stocker 1 kWh dans une batterie du type batterie classique, hein, les batteries au plomb qu'il y a dans les voitures, on va dire thermiques, donc pas les voitures électriques, 1 kWh, c'est une batterie de 30 kg. Donc c'est à peu près 3 fois la batterie que vous avez dans une voiture normale. Donc attention, les batteries, c'est un moyen de stockage, mais c'est un moyen de stockage encombrant. Et pour les voitures électriques, je suppose que vous êtes au courant, elles ont des énormes batteries qui sont plus efficaces que les batteries au plomb, mais qui pèsent quand même très lourd. Donc la batterie d'une voiture électrique, c'est très très lourd. Et sinon, le moyen le plus disponible, on va dire, de stocker de l'énergie, c'est de disposer de carburant. Alors, disposer de biocarburant, ça peut être du bois, du biogaz, ou alors, si c'est pas du biocarburant, ça va être du charbon, du fioul, de l'essence. Et dans ce cas-là, c'est un moyen de stockage facile. Et quand on a besoin de cette énergie, on fait brûler ce carburant et on émet du CO2 en même temps. Donc ça, c'est les moyens de stockage. Il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-uns en plus. Il y avait, j'avais dû vous parler des sels fondus. Il y a des moyens de stocker de l'énergie solaire, en particulier dans les pays chauds. Il y a des moyens qui sont à l'étude où on va faire fondre des sels. Et quand ils sont fondus, ça revient à stocker de l'énergie. Quand ils vont se solidifier à nouveau, ça va libérer l'énergie stockée. Donc c'est un moyen qui fonctionne, qui n'est pas encore au point sur des grandes échelles. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, excusez-moi. Hop. Bon, je me retrouve à ne pas pouvoir faire défiler. Donc, vous ne verrez pas ce que j'écris, c'est pas grave. Donc, de quoi avons-nous besoin? On va différencier le besoin vital et le besoin énergétique selon les pays. Donc, le besoin vital, c'est ce qu'on doit ingérer, hein, c'est ce qu'on mange. Donc, pour vivre, il faut à peu près 3 kWh pour une journée. En moyenne, les Français consomment beaucoup, beaucoup plus. En moyenne, un Français, il consomme 5 kWh par heure, alors qu'il lui faudrait 3 kWh par jour juste pour ses besoins vitaux. Par rapport à la moyenne mondiale, le Français a grosso modo 2 fois la consommation moyenne, donc on consomme beaucoup. Les consommations sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous savez que les Nord-Américains consomment encore plus que nous, c'est de 2 à 3 fois plus qu'un Européen. En revanche, un Africain, en particulier dans l'Afrique subsaharienne, consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Les records en la matière, ça doit être les pays du Golfe qui consomment énormément. Heureusement, ils ne sont pas très nombreux. Donc, en conclusion, sur ce kilowattheure, donc le kilowattheure, quand on le consomme, c'est pas beaucoup. Ça sert à faire tourner votre fer à repasser pendant 1 heure, ou ça sert à faire cuire l'eau des pâtes. Mais quand il faut stocker, on se dit finalement, c'est pas si évident que ça. Au niveau mondial, la consommation d'énergie ne fait qu'augmenter et elle a doublé depuis les années 70. Il faut savoir que sur l'énergie qui est consommée, il y en a une grande partie qui n'est pas directement utilisée, mais qui est juste perdue sous forme de chaleur parce que tous les processus qui vont transformer l'énergie n'ont pas un rendement de 100. En particulier, donc je vous mets dans l'ordre du document. Donc pour l'électricité, oui, l'énergie électrique que vous consommez à la maison, c'est pas exactement égal à celle qui est produite par les centrales nucléaires ou les centrales à charbon ou les barrages hydroélectriques. Il y a une partie de l'énergie qui va être perdue sur les lignes électriques et une partie qui est perdue dans les différents postes de transformation. Transformation, c'est ce qui sert à diminuer le voltage de l'électricité. Donc ça sort des centrales à 400 000 volts et ça arrive chez vous à 230 volts. Entre les deux, il y a un certain nombre de réductions et à chaque fois, on perd de l'énergie. De la même façon, quand vous roulez en voiture ou en tracteur ou en mobilette, il y a en gros 30% de l'énergie que vous consommez sous forme brûlée du carburant qui va servir effectivement à faire avancer le véhicule
et le reste va être dissipé sous forme de chaleur. Donc ça ne vous sert pas au déplacement. Donc oui, pour charger les batteries, vous avez un rendement qui est aussi inférieur à 100, mais qui est quand même assez élevé. Donc quand vous chargez une batterie, vous avez un rendement qui est de l'ordre, qui peuvent être de 80-90. Donc ça veut dire que vous allez dépenser 1 joule d'énergie électrique sur votre compteur électrique et vous allez récupérer 80 de cette énergie qui va servir effectivement à charger la batterie. Que devient le reste? Eh ben, ça sert à chauffer. Vous avez tous remarqué que vos petits transformateurs, ils chauffent quand vous chargez vos appareils. Donc il y a une partie de l'énergie qui est perdue. C'est inévitable sous forme de chaleur. On parle beaucoup d'énergie verte ou renouvelable. Alors, attention parce que vert et renouvelable, c'est jamais à 100. Donc, faites attention à cette utilisation. Donc, si on parle d'énergie solaire, par exemple, donc effectivement, en fonctionnement, l'énergie solaire, c'est gratuit, hein, c'est le soleil qui nous le donne. Donc effectivement, en fonctionnement, c'est vert. Par contre, il faut aussi prendre en compte des étapes de fabrication et les panneaux solaires, c'est pas fait avec de l'herbe verte ou, de l'eau de source, hein. C'est fait avec des matériaux qui sont coûteux à extraire, des minerais qui sont assez, compliqués à extraire. Il faut les fabriquer. Il y a des procédés de fabrication qui sont compliqués avec, des purifications de ce qui est extrait du sol. Donc ça consomme de l'énergie et les usines chinoises ne fonctionnent pas à l'électricité solaire, hein, pas du tout. Donc ça fonctionne plutôt avec, des carburants fossiles. Donc la fabrication, ça coûte de l'énergie. Transporter quelque chose, ça coûte de l'énergie aussi. Ensuite, il y a l'installation, l'entretien, ça coûte de l'énergie. Sans compter qu'à la fin, il faudra penser aussi à la partie fin de vie de l'objet. Ça dure pas, une éternité. Donc attention au côté vert des énergies. La verdure, c'est jamais 100 vert, hein. Ça peut être vert en fonctionnement, ça n'est jamais vert à 100. Pareil pour les biocarburants, hein, donc ici je vous ai mis un petit, topo sur les biocarburants. Donc on peut effectivement cultiver des surfaces agricoles pour, fabriquer, des carburants. Il faut savoir que c'est pas totalement vert. Alors on peut se dire effectivement les biocarburants, ils vont rejeter dans l'atmosphère du CO2 qui a été capté par la plante, donc le bilan carbone est nul. Il n'est pas si nul que ça parce que les tracteurs, aux dernières nouvelles, ne fonctionnent pas au biocarburant et les tracteurs sont utilisés pour cultiver. Là encore, il y a du transport, il y a, des ajouts d'engrais ou de pesticides dans les champs. Donc là encore, il y a des énergies dépensées sur la fabrication et par ailleurs, les biocarburants, il y a certains pays, notamment au Brésil, où on considère qu'ils sont un petit peu en concurrence avec les cultures vivrières. Donc, il faut faire des choix, hein. La surface cultivable est limitée, donc soit on cultive du blé pour le manger, soit on cultive du blé pour le faire brûler dans les voitures. Il faut faire des choix. Si on cultivait la totalité des surfaces, pour fixer un peu les idées et donc la totalité des surfaces mondiales agricoles, si elles étaient cultivées en biocarburant, donc on ne mangerait plus et on pourrait quand même faire fonctionner la moitié, une petite moitié de nos voitures. Donc attention à la verdure, faut pas, faut éviter les raccourcis. Donc l'énergie propre, en fait, la seule énergie vraiment propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez, des questions sur cette partie? Une fois, 2 fois? Eh ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie, analyse de documents. Donc un petit instant pour, mettre le fichier à l'écran. Voilà, donc ça doit apparaître. C'est bon, tout le monde le voit? Alors, c'était une analyse de documents, on peut pas dire qu'elle a eu beaucoup de succès au niveau, des copies que j'ai vues arriver. Elles sont peu nombreuses. J'espère que vous l'avez quand même regardée et que vous avez compris, comment traiter, la chose. Donc j'en parle rapidement parce qu'à mon avis, avec le corrigé, ça ne doit pas poser spécialement de difficultés. Donc dans un premier temps, je vous ai rappelé ce que chaque document avait comme intérêt. Donc chaque document va apporter un certain nombre d'informations et après dans la partie, analyse, on me demandait comment
enfin, comment, trouver le bon mécanisme et il fallait justifier par toutes les considérations expérimentales. Donc déjà, vous allez trouver rapidement que c'était le mécanisme numéro 2 qui était le bon, mais il fallait vraiment le valider par la totalité des informations. Il ne faut pas simplement dire: «Bah, par élimination, il y en a 2 qui ne peuvent pas être bons, donc c'est le troisième, donc le numéro 2 qui est le bon». Donc il ne s'agissait pas de dire: «C'est celui-ci parce que j'ai éliminé les 2 autres». Il faut en plus valider le mécanisme par toutes les informations qui étaient contenues dans les documents. Donc en particulier, donc vous aviez des informations sur les ordres, dans le document 5, enfin dans le document 4 pardon. Donc on précise les ordres qui sont 1 par rapport à l'ester et 1 par rapport à H au moins. Donc ça vous laissait qu'un seul mécanisme possible qui était le numéro 2. Les 2 autres n'étaient pas compatibles avec cette information. Ensuite, il fallait encore, regarder dans les autres documents les informations qui apparaissaient. Donc dans le document 4, alors là encore, vous devez faire défiler le document qui est à votre écran, hein. Parce que moi, si je le fais défiler, ça ne fait rien sur le vôtre d'écran. Donc dans le document 4, vous avez une information qui est l'oxygène qui est apporté par H-. On vous indique où il se retrouve dans le produit final. Donc il faut regarder dans quel mécanisme c'est valide et ça permet d'éliminer uniquement le mécanisme numéro 3. Ensuite, bon, c'est bon, je n'arrive plus à écrire dessus. Donc ensuite, vous avez une autre information, c'était toujours dans le document 4. Si R contient un carbone asymétrique, on vous dit que ce carbone n'est pas touché. Donc il faut regarder où se trouve ce carbone dans les différents mécanismes. Et c'est OK sur les mécanismes 1 et 2, mais c'est là encore incompatible avec le mécanisme numéro 3. Donc quand on rassemble tout ça, on obtient le mécanisme 2 qui est le bon mécanisme. Donc l'intérêt de ce document, c'est que, ça permet en fait de confronter 3 mécanismes différents aux expériences. Ça fait longtemps qu'on connaît le mécanisme de la saponification, hein. C'est une des réactions qui a été beaucoup étudiée. Des questions là-dessus? Une fois, 2 fois? Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la partie, DM. Voilà, donc sur l'absorption de l'alcool. Donc là encore, ça va être un ouh là 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 là! Alors, mince, il est à l'envers. Ah oui, ça c'est la réduction. Alors je n'ai pas vu. Si quelqu'un voit comment tourner le document. Alors j'ai pas vu comment tourner le document. Bon. Eh ben écoutez, on va le commenter comme ça. Si vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir dans un autre fichier et puis le regarder en même temps. Ça, c'est si vous êtes sur un ordinateur, hein. Donc prenez le temps, je vais les envoyer sur le Google Drive, non sur, Classroom. Donc vous pouvez prendre le temps de l'ouvrir et vous le regardez dans un autre fichier. Je peux essayer de le faire, mais enfin le temps que je le fasse et que ça s'affiche, on va perdre du temps. Donc si on résume. Donc si on résume sur sur ce DM, la première partie ne devait pas poser de problème. C'est-à-dire que la première partie, c'était uniquement la partie absorption de l'alcool par l'organisme, avec un mécanisme d'ordre 1. Donc il faut vous adapter aux notations de l'énoncé, mais il n'y avait pas de difficulté particulière et vous aviez, la validation de l'ordre 1 qui se faisait sans problème. Est-ce que déjà vous avez des questions sur la première partie, la partie absorption? Une fois, 2 fois? Est-ce que vous avez trouvé le document dans une autre fenêtre? Je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir. Alors. Donc, si. Hop. Je suis pas encore très à l'aise avec ces histoires de partage. Donc, le document correction, il est où? Voilà. Alors, j'ai un ordinateur qui n'est pas le plus rapide du monde. Et du coup,
C'est pas forcément le plus simple pour le tourner. Voilà, hop. Alors, je fais une tentative pour partager non, excusez-moi. Je fais une tentative pour partager une application avec vous. Alors, une fenêtre, voilà. Est-ce que c'est mieux? Alors, c'est mieux. Bon, bah, on va faire avec ça. Mais alors du coup, je ne vous vois plus moi, parce que ça occupe tout mon écran pour que vous puissiez le voir. Donc je vous le commande dans le vide complet. Donc première partie, normalement pas de problème. Les problèmes commencent dans la deuxième partie, c'est-à-dire quand on commence à parler de la partie mixte, élimination et absorption. Sur la partie alors attendez, je dois pouvoir commenter le PDF comme ça. Non, ça ne va pas. C'était pas le bon outil. Attendez, je change. Bon. Hop. Ouais, je veux tout gribouiller à l'écran. Parce que maintenant, je ne vois plus comment effacer. Quelqu'un sait-il comment effacer sur un PDF? Peut-être avec supprimer. Voilà. Hop. Ça ne marche pas. Bon, j'aurais dû m'entraîner avant. Ça ne marche pas. Bon. Vous le voyez au moins ce document? Apparemment, oui, à peu près. Donc, on reprend. Les difficultés commencent quand on vous parle de l'élimination qui est en parallèle de l'absorption. Donc, ces deux mécanismes sont complètement indépendants. Donc, on va avoir une partie. Donc là, j'en suis à la question 2.1. Donc, dans la question 2.1, on traduit, on vous demande d'exprimer la variation par unité de temps de l'alcoolémie. Ça revient à exprimer dA sur dt par l'élimination. C'est négatif parce que ça diminue. Donc, c'est bon pour le signe moins qui est devant. Alors, je regarde comment le mettre. C'est le signe moins qui est ici. Hop. C'est encore pire. Je n'arrive pas à le mettre. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qui a été encadré en rouge? Bon, bah écoutez, on fera mieux la prochaine fois. Donc le signe moins, c'est parce que c'est une diminution, c'est un procédé qui fait diminuer l'alcoolémie dans le sang. Et par ailleurs, c'est une vitesse qui est constante, hein, c'est un processus enzymatique, donc ordre 0. Et on traduit les informations de l'énoncé, c'est grand M fois K2. Donc, déjà, la difficulté, c'était d'écrire ça. Et ensuite, voilà. Donc au cours d'absorption, on va avoir A qui augmente par l'absorption et A qui diminue par l'élimination. Donc l'évolution globale est due aux deux processus. Et donc on va avoir ici deux termes. Donc on a deux termes dans la variation globale dA sur dt. Le premier terme qui est dû à l'absorption, plus le deuxième terme d'élimination. Et ce terme d'élimination, il est négatif, c'est le terme précédent. Donc on va avoir une équation différentielle ici qui va être un peu plus complexe que la première, puisqu'on combine deux éléments. Et donc on va avoir dA sur dt égale ce qu'on avait obtenu par la solution de la première partie, moins K de M, qui est donc le terme d'élimination. Ensuite, question 2.3. Donc la question 2.3, il faut le traduire sous forme mathématique. À la question précédente, on a établi la dérivée de A. Et on vous demande
au bout de combien de temps l'alcoolémie est maximale. Donc, maximale, vous traduisez par la dérivée est égale à 0. Donc on va, traduire ça au-dessus et on isole ici, si la dérivée vaut 0, on isole ceci et ensuite on isole le temps t. Donc, à côté, je vous ai mis la petite analyse dimensionnelle. L'exponentielle est sans dimension et donc on vérifie que, le quotient est effectivement sans dimension. Donc c'est toujours rassurant et on peut faire une application numérique ensuite. Donc si on fait l'application numérique, on trouve une alcoolémie maximale au bout de 14 minutes. Voilà. Alors tout ce qui est en jaune, c'est pas beau, mais j'ai pas trouvé comment l'effacer. J'ai pas trouvé comment le sélectionner en fait. Quand je le sélectionne, j'ai pas l'option effacer. Donc je renonce. Ensuite, dernière question. Donc on en est à la question 3. Vous avez une formule magique, c'est une formule empirique qui donne une relation entre la masse d'alcool ingérée, l'alcoolémie maximale, la masse de la personne et un coefficient qui dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, on va comparer les deux. On peut comparer l'alcoolémie maximale avec la formule de Wittmark et ce qu'on vient d'obtenir. Ou alors, on peut comparer à quelle masse d'alcool correspondrait l'alcoolémie de 0,14 g par litre. Dans les deux cas, on peut comparer. Et vous avez ici. Donc, avec cette formule, on peut calculer Amax à t égale 14 minutes et on trouve 0,14 g par litre. Non, excusez-moi, non, on trouve 0,18 pardon, grammes par litre. Et donc, on a un écart relatif entre les deux qui est de 28%. Donc, la comparaison, c'est toujours mieux de faire une comparaison quantitative que de dire juste c'est plus, c'est moins, ou c'est beaucoup plus ou beaucoup moins. Vous avez une comparaison quantitative, donc avec un écart relatif qui est plus parlant que l'écart tout court. Donc, on préfère toujours faire une commentaire, une comparaison avec un écart ou un écart relatif, plutôt que de dire oh bah c'est bon aux incertitudes près. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors je reviens là-dessus. Des questions sur cette... Non, une fois, deux fois? Eh bien, écoutez, la dernière demi-heure, ça va nous servir à commencer un nouveau chapitre. Donc, c'est celui que je vous ai fait passer. Donc, c'est celui qui s'appelle entropie. Second principe, entropie. Alors, vous aimez normalement, là, c'est le bon format, c'est-à-dire c'est en format paysage. Donc, faites le nécessaire pour avoir le bon format à l'écran. C'est bon? Alors, vous avez sans doute beaucoup apprécié le premier principe de la thermodynamique. Vous ne manquerez pas de détester le second principe de la thermodynamique. C'est comme ça, il est en général pas très très populaire. Je vous préviens, c'est un petit peu le même fil général dans tous les problèmes de thermo, c'est on applique la méthode et il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions en thermo. C'est comme en cinétique. On applique la méthode et on déroule le fil. Donc, ce qui fait la difficulté de cet exercice, c'est qu'on va parler de notions qui sont beaucoup moins familières que les notions d'énergie et de travail. Quoique. Ce deuxième principe, il va traduire l'évolution dans le temps des transformations. Alors, j'essaie de passer à la diapositive suivante, mais elle ne veut pas passer. Alors, c'est quoi ce format? Bon, apparemment, c'est passé chez vous. C'est passé chez vous avec une drôle de tête. Bon, prenez le temps de mettre la diapositive dans le bon format. Et on commente.
Alors, approche expérimentale déjà pour, illustrer ce qu'on appelle l'irréversibilité des transformations réelles. Donc je vous rappelle qu'il y a les 3 types de transformations en thermo. Il y a les réversibles, c'est un modèle, les infiniment lentes, c'est un modèle un petit peu moins exigeant et les réelles qui sont donc irréversibles. Donc dans ce chapitre, on va essayer de traduire le phénomène d'irréversibilité. Et dit comme ça, on se dit: «Ça va pas être si évident que ça quand même», hein. Donc petite introduction sur des expériences qu'on peut faire, enfin qu'on peut imaginer. Ici, vous avez 3 expériences qui sont assez similaires. À chaque fois, au départ, il y a un paramètre intensif qui est pas le même dans les différentes parties du système et on laisse le système évoluer jusqu'à l'équilibre. On commence par la première. Au départ, vous avez ici, hop, vous avez ici à l'état initial. Bon, mon stylet ne marche plus. Là, il remarche. En fait, il a un côté qui marche mieux que l'autre. Donc ici, vous avez au départ un système constitué de 2 sous-systèmes. Donc ce serait, vous imaginez un cylindre. D'un côté, il y a une pression P1, de l'autre côté, une pression P2. Et au départ, on a une paroi mobile qui est ici. Voilà, donc il y a une paroi mobile qui est là, qui est au départ bloquée par une petite cale. Donc on bloque le mouvement au départ. Les 2 sous-systèmes sont à des pressions différentes et on commence la transformation en enlevant la cale. Donc de façon spontanée, la paroi, si elle est mobile, va se déplacer et ici, elle va se déplacer dans le sens comme ça. Et ce qui est le moteur de la transformation, c'est le fait que P1, ici, la pression du côté 1 est supérieure à celle du côté 2. Donc le côté 1 va appuyer sur la paroi de façon plus importante et on va avoir un déplacement de la paroi. À l'état final, donc, qui est ici, l'état final, ça va être un état d'équilibre. Et ici, c'est un équilibre mécanique. Les 2 compartiments auront la même pression, PF, qui va être intermédiaire entre P1 et P2. Donc cette transformation, elle est spontanée. Deuxième transformation, là, on s'intéresse à des grandeurs thermiques. Donc deuxième transformation, on a au départ 2 compartiments, donc toujours un milieu 1, un milieu 2, et cette fois-ci, il y a un écart de température entre les deux. On va supposer que la température T1, donc ici, c'est la température la plus élevée. Donc à gauche, c'est chaud, à droite, c'est froid. Et cette fois-ci, la paroi entre les 2 compartiments, elle n'est pas mobile, elle est perméable à la chaleur. Donc elle est conductrice thermique. On va avoir un transfert thermique qui va être dans le sens de la flèche en rouge. Ce transfert thermique va aller du côté le plus chaud vers le côté le plus froid. Et à l'équilibre, on va avoir cet état-là. À l'équilibre, il y aura égalité des températures. La température finale sera intermédiaire entre T1 et T2. Elle va être comprise entre les deux. Et on va parler d'équilibre thermique. Donc pour faire cette transformation spontanée, il y a eu un transfert thermique dans le sens de la flèche en rouge, du côté gauche vers le côté droit. Précédemment, dans l'exemple du haut, c'était un transfert mécanique, autrement dit un transfert de travail, toujours du côté gauche vers le côté droit. Et enfin, troisième exemple. Voilà. Donc, troisième exemple ici, on considère toujours un système constitué de 2 parties et on va avoir dans les 2 parties la concentration d'une espèce qui est différente. Donc ici, on a une concentration du côté 1, c'est représenté un peu plus foncé le côté 1, la concentration du côté 1 qui s'appelle C1, que je viens d'entourer mais qui ne s'affiche pas sur votre écran. Bon, il y a un petit retard. Voilà, ça s'affiche. Ah, il y a un gros retard. Donc du côté 1, la concentration est plus importante. La paroi qui sépare les deux, on suppose cette fois-ci qu'elle est perméable aux solutés. Si on laisse le système évoluer spontanément, on va avoir un transfert de matière du côté 1 vers le côté 2. Et ça va s'arrêter quand on aura un système de concentration uniforme. Donc à l'arrivée, la concentration va être la même des 2 côtés du système. Donc là encore, on va arriver à un état d'équilibre. Alors, état d'équilibre à la fin, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien, hein. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir
un transfert de matière à travers la paroi. Simplement, il y a des molécules qui vont passer dans ce sens, des molécules qui vont passer dans l'autre sens, et les deux flux vont s'équilibrer. Donc au niveau macroscopique, c'est comme s'il ne se passait rien. La notion d'équilibre, on l'a dit, ça n'a pas de sens au niveau microscopique. Pareil, dans le cas précédent, l'équilibre thermique, on va toujours avoir des transferts d'énergie entre la gauche et la droite dans les deux sens, c'est-à-dire que les molécules vont continuer à s'entrechoquer, donc à se transférer l'énergie, mais les deux flux vont s'équilibrer. Donc, à l'échelle macroscopique, c'est bien un équilibre. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que, au départ, à chaque fois, j'avais un paramètre intensif qui n'était pas uniforme. Premier cas, c'était la pression. Deuxième cas, la température. Troisième cas, la concentration. Dans tous les cas, l'évolution spontanée, ça conduit à un système dans lequel le paramètre est uniforme. Donc, même pression partout, même température partout, même concentration partout. Et donc ça, c'est spontané. Et généralement, c'est aussi irréversible. On va regarder dans quel cas on peut revenir en arrière. Alors, déjà, on ne revient pas spontanément en arrière. Si on laisse l'état final tel quel, on ne va jamais revenir à l'état initial. Ça se comprend bien. Pour le cas numéro 1, ici, on pourrait envisager de revenir à l'état de départ. Pour ça, il suffirait de pousser la paroi dans ce sens-là. D'accord? Mais il faut une intervention extérieure. Donc, il faut que l'extérieur fournisse du travail au système pour pousser la paroi et on peut envisager de revenir à l'état de départ. Si on fait ça de façon lente, donc on pousse tout doucement la paroi, on peut avoir un retour qui se fait par le même chemin que l'aller. Donc, ce serait à ce moment-là, on pourrait avoir une transformation réversible. En revanche, pour les transformations 2 et 3, on ne voit pas comment on pourrait revenir à l'état de départ. Hein, on peut bien pousser ou tirer ou faire n'importe quoi. À partir de cet état-là, on ne va pas pouvoir arriver à l'état initial avec les deux compartiments à des températures séparées. C'est juste impossible. Donc, dans certains cas, les transformations spontanées, on peut envisager une transformation en sens inverse, mais il y a beaucoup de cas où c'est impossible. Allez, on passe à la page 3. Donc là, on va analyser ce qui cause l'irréversibilité d'un phénomène, d'une transformation. Donc, ce qui cause l'irréversibilité, c'est de façon générale les phénomènes dits dissipatifs. Comme leur nom l'indique, c'est des phénomènes qui vont dissiper de l'énergie, quelle que soit la forme d'énergie. En pratique, c'est plutôt de l'énergie thermique qui est dissipée. On commence par les transferts mécaniques. Oui, sur les 3 exemples précédents, on va étudier uniquement les 2 premiers. La partie transfert de matière avec des concentrations différentes, vous gardez ça pour l'an prochain. Mais nous, en première année, on étudie uniquement la partie thermique et mécanique. Et donc, on commence par le transfert mécanique. Donc, au cours du transfert mécanique, il y a forcément un truc qui bouge dans le système, ce que j'ai appelé la paroi mobile. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement pour qu'il y ait ce transfert mécanique. Il faut que la paroi bouge d'un côté vers l'autre. Au cours d'un mouvement, on peut avoir des frottements, et ces frottements, ils sont de 2 types. On les réétudiera en mécanique, ça. Enfin, vous avez déjà entendu parler des frottements. Hein. Donc, premier type de frottement, le frottement dit solide. Alors, frottement solide, c'est les frottements quand on a un contact. D'accord? Exemple, si vous frottez violemment sur la table avec votre main, vous allez vite sentir un échauffement. Donc, ce frottement solide, ça dépend des surfaces qui sont en contact les unes avec les autres. Et ce frottement solide, il existe dès qu'il y a un mouvement avec contact entre 2 solides. Au cours des frottements, on a de l'énergie qui va être dissipée sous forme de chaleur. Si on veut limiter ces frottements, donc si on veut avoir une transformation réversible, il faut limiter les frottements. Pour limiter les frottements solides, eh bien, il faut optimiser les contacts en mouvement. Donc, par exemple, dans les moteurs, vous avez beaucoup de mouvements. Et pour éviter d'avoir trop de frottements solides, il y a de l'huile dans les moteurs qui sert à lubrifier les contacts. Pareil, si vous vous déplacez sur la glace, si vous faites du patinage sur la glace, c'est un cas de figure où vous avez très peu de frottements solides.
Par contre, si vous essayez de faire du toboggan sur une surface rugueuse, vous allez vous faire mal, il y a beaucoup de frottements solides. Alors les frottements solides, en résumé, si on veut les limiter, il faut, optimiser les surfaces essentiellement avec de la lubrification. Autre type de frottement mécanique, les frottements dits fluides, qu'on a donc ici. Donc ces frottements existent dès qu'on a un objet solide qui se déplace dans un fluide. Donc le fluide, ça peut être soit un liquide, soit l'air. Ces frottements fluides, ça augmente toujours avec la vitesse du déplacement. Donc là encore, on le reverra en mécanique, mais si vous courez très vite, vous avez le vent de la course qui fait qu'il y a beaucoup de frottements. Donc pour limiter ces frottements fluides, donc là encore, on a une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Si on veut limiter ces frottements, il faut limiter la vitesse. Donc il faut un déplacement le plus lent possible. Alors, petit exemple que vous avez sur le schéma qui est là. Voilà. Donc en bas, vous reconnaissez le système classique, piston et cylindre. Et on considère le gaz qui est à l'intérieur. Donc si on imagine qu'au départ, le système est à l'équilibre, avec une pression qui peut être par exemple la pression atmosphérique, et qu'au-dessus, vous avez un petit dispositif. Donc là, c'est représenté de façon simple, c'est une masse suspendue à un fil, et je coupe le fil. Tac, brutalement. Si on coupe le fil, on va faire tomber la masse sur le piston. On va observer pour le piston un mouvement qui va être un petit peu par oscillation, donc il va aller un coup vers le bas, un coup vers le haut. C'est une transformation brutale, ça. Et on va avoir une petite phase intermédiaire avant que l'ensemble se stabilise à une pression d'équilibre. Donc au cours de ces mouvements d'oscillation, on va avoir une dissipation d'énergie. Et dans ce cas de figure, on ne peut pas imaginer de chemin inverse. Donc ce type de transformation où on va appliquer brutalement une pression sur le système, c'est une transformation qui va être irréversible. Si on veut aboutir au même état final, mais par une transformation réversible, eh ben, faut y aller doucement. Y aller doucement, ça veut dire faire augmenter tout doucement la pression sur le piston. Donc, pas lâcher d'un coup la masse, mais mettre par exemple des petites masses petit à petit, en attendant entre chaque ajout que l'ensemble se stabilise. Dans ce cas-là, vous avez une transformation dite infiniment lente. Alors, on a un peu d'abus hein, en thermodynamique. Quand ça va très lentement, vous traduisez par infiniment lentement. On ne lésine pas. L'énergie est dissipée sous forme de chaleur, Kéliane. À chaque fois qu'il y a des frottements, l'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Non, j'exagère, c'est pas à chaque fois. Si vous rentrez dans un mur avec votre voiture, il y a une partie de l'énergie qui va être dissipée sous forme de chaleur, mais il y a une partie qui va être dissipée aussi pour déformer la carrosserie. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas de la chaleur, ça va déformer le système. Enfin, pour ce qui nous intéresse en thermo, quand il y a des frottements, c'est dissipé sous forme de chaleur. On déforme assez rarement les systèmes. Donc, en résumé, pour un transfert mécanique, on peut envisager un transfert réversible, une transformation réversible, à condition d'aller tout doucement dans les variations de pression. Ça permet de limiter à chaque fois les frottements. Maintenant, on s'intéresse au transfert thermique. Transfert thermique, la nature du transfert thermique, c'est une nature microscopique. Si on reprend la conduction thermique, par exemple, c'est un mouvement de proche en proche. Donc, c'est les particules qui vont s'entrechoquer les unes entre les autres. Et du moment que c'est microscopique, on ne voit vraiment pas comment on pourrait envisager le chemin inverse. C'est impossible. On ne peut pas imaginer que ce sont les mêmes particules qui vont se retrouver à faire, à passer le film à l'envers. C'est pas possible. Alors, on ne dit pas c'est pas possible, on dit c'est très très hautement improbable. C'est pas rigoureusement impossible, mais honnêtement, c'est pas raisonnable non plus. Donc, un transfert thermique, eh ben, les transferts thermiques en général, c'est irréversible. De temps en temps, on peut les supposer réversibles. Donc, si on envisage un changement de température très très lent, à ce moment-là, vous pouvez faire l'hypothèse que c'est réversible. Donc, les hypothèses, c'est à chaque fois dans le cadre d'un modèle. Hein, donc, voilà, c'est un domaine de validité et ce n'est pas rigoureusement vrai. On passe à la page 4. Attention, voilà le mot piège. Donc, on va définir un truc qui s'appelle l'entropie.
Donc, on a vu des transformations sont irréversibles. Et maintenant, on va chercher à chiffrer l'irréversibilité d'une transformation. Et pour ça, on a défini une nouvelle fonction d'état qui s'appelle l'entropie. L'entropie, son symbole conventionnel que vous devez absolument utiliser, c'est grand S. Ça ne s'appelle pas autrement. Pourquoi grand S d'ailleurs? J'avoue, je ne sais pas. Alors, la fonction grand S, elle a des ressemblances avec la fonction précédente grand U. Grand U, c'était l'énergie interne. Donc, on va commencer par définir on va commencer par définir cette fonction à partir de ses propriétés. L'entropie, c'est une fonction d'état, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'état du système. Si on connaît le système, ça suffit à connaître l'entropie. C'est une fonction d'état qui est extensive. Donc, on va pouvoir utiliser les propriétés d'additivité. Et au cours d'une transformation, vous avez le truc général qui est encadré ici. C'est-à-dire que delta S, c'est toujours S final moins S initial. Et si on appelle petit ds la variation élémentaire d'entropie, on va avoir delta S égale intégrale de l'état initial à l'état final de ds. Donc, c'est les mêmes conventions de notation que dans le chapitre précédent. Delta S, c'est pour une transformation macroscopique et petit ds pour une transformation élémentaire pendant dt. Alors, au cours de la transformation, on va différencier deux termes dans ce delta S. On va dire que de l'entropie est échangée entre le système et l'extérieur. C'est la même convention de signe que pour Q et W, c'est-à-dire que l'entropie échangée, ce qu'on appelle entropie échangée, c'est de l'extérieur vers le système. Donc, on va noter S échange, qu'on peut abréger des fois parce que c'est long à écrire, S-E ou E-C-H. D'accord? On n'est pas obligé de mettre échange en entier. Comme j'ai fait des copier-coller dans ce document, c'est marqué échange en entier, mais quand vous l'écrivez à la main, des fois, vous abrégez. Donc l'entropie d'échange, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Et parallèlement, on va dire que de l'entropie est créée par la transformation. Et cette entropie, on l'appelle S-création, ou S-créée, ou S-irréversible aussi. Donc, on va découper la variation d'entropie du système en deux morceaux. Le premier morceau qu'on appelle S-échange et le deuxième qu'on appelle S-création. À ce stade, vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière chacun des termes, hein, soyez patients. C'est un petit peu les mêmes règles pour les deux termes qui sont là que pour le W et le Q du premier principe. C'est-à-dire que vous ne devez pas écrire le signe grand delta devant. Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire delta S création. C'est un non-sens. Et delta S échange. Pourquoi? Parce que le signe delta, ça concerne une variation. Et donc là, c'est pas la... Mais quand on le dit, on se dit, c'est bizarre, la variation d'entropie de création. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Donc, S création, c'est l'entropie créée par la transformation. Et ce n'est pas une variation d'entropie. Pareil pour S échange. Donc, chacun des termes, S échange et S création, dépendent du chemin suivi par la transformation. En revanche, quand on fait la somme des deux, donc le delta S, ça ne dépend pas du chemin suivi, puisque c'est S final moins S initial. Donc, ça ne dépend que de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Ça ne dépend pas du chemin suivi par le système. Donc, chacun des termes dépend du chemin, et la somme des deux n'en dépend pas. Et on ne sait toujours pas ce qu'est l'entropie. Allez, on passe à la page 5. Ça va, vous ne dormez pas? Je peux vous sonner un peu la cloche pour vous réveiller, hein? Ça, c'est pour réveiller ceux qui y dorment. Alors, page 4. Non, page 5, pardon. Donc, on va voir, on s'intéresse d'abord à l'entropie échangée. Donc, l'entropie d'échange, elle est transférée, j'ai dit toujours. C'est quoi l'horreur, Milan? La cloche ou l'entropie? On a perdu Roman. La cloche. Non, l'horreur, c'est si je mettais vraiment la cloche à côté du micro. Vous voulez que j'essaye? Non, je vous économise, hein. Déjà que vous vous tuez les yeux, si en plus vous tuez les oreilles, bon. Donc, on commence par l'entropie d'échange. Donc, l'entropie d'échange, c'est l'entropie qui est transférée de l'extérieur vers le système. Donc, attention, le vert.
Ça indique le sens de la transformation. Je viens d'entourer le verre qui met du temps à s'afficher. Ouais, on a quand même 2 secondes de décalage, hein. Donc cette entropie d'échange, elle est algébrique. Si elle est positive, ça veut dire qu'effectivement l'échange est dans le sens extérieur vers système. Et sinon, ça veut dire que l'échange se fait dans le sens système vers extérieur. Le terme création, c'est le terme qui rend compte de l'irréversibilité de la transformation. On dit aussi que ça rend compte de la flèche du temps. C'est-à-dire que le temps, on sait qu'il ne passe que dans un sens. Et c'est le temps qui passe qui fait que les transformations sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas inverser la flèche du temps. Pour une transformation élémentaire, même chose, mais les notations sont à adapter. Donc les notations sont conventionnelles. On écrit la même chose que précédemment, mais pour une transformation élémentaire. Le grand delta S à l'échelle élémentaire, ça devient un petit ds qui va s'afficher. Peut-être, voilà. Donc à l'échelle élémentaire, ce qui s'appelait delta devient petit d. Et on va mettre un signe. Donc la lettre petit delta devant les termes création et échange. Je fais du greenwashing pour ceux qui n'ont pas remarqué. Donc on va mettre un petit delta devant ces termes-là quand c'est à l'échelle élémentaire. Donc le cadre qui est ici, c'est le même que le cadre précédent, sauf que c'est à l'échelle d'une transformation élémentaire. Mais c'est exactement la même chose. C'est la même chose, l'échelle est différente et les formes d'écriture sont différentes. Elles sont différentes et conventionnelles. Ce que vous n'avez pas le droit d'écrire, c'est ça. DS échange, par exemple. Oula. Donc DS échange, qui va peut-être apparaître sur votre écran. Remarquez, si ça apparaît pas, c'est peut-être parce que c'est très moche. Alors, pour l'instant, je vois apparaître DS, voilà. Donc ça, c'est faux. Vous n'avez pas le droit d'écrire. Comme le DQ ou DW, c'est interdit. Comme le delta S échange. Alors attention, parce que quand on dit delta, il y a le petit et le grand delta. Le grand delta, c'est pour une grande transformation. Le petit delta, c'est pour une transformation élémentaire. Et ce n'est pas les mêmes grandeurs qui ont le grand delta et le petit delta. Il y en a qui rayent par-dessus moi, mais moi j'ai la gomme. Moi je suis la seule à avoir une gomme. On ne sait toujours pas ce qu'est l'entropie. Patience. On va énoncer le second principe de la thermodynamique, qui est tout bête, enfin tout bête, qui vous dit littéralement toute transformation crée de l'entropie. Avec ça, vous êtes content. 2 échelles pour traduire ce second principe, l'échelle finie et l'échelle élémentaire. Donc pour une transformation finie, macroscopique, ce second principe, ça s'écrit sous forme d'une inégalité. L'entropie de création est supérieure ou égale à 0. Le supérieur ou égal à 0 que vous avez ici. En fait, c'est supérieur strictement si la transformation est irréversible et c'est nul si la transformation est réversible. Alors, Lucien qui veut parler. Oui. Alors moi aussi, Lucien, j'ai un petit délai, je vais vous retrouver. Voilà. Je ne vois pas que vous me demandez la parole. Je peux avoir, j'ai peut-être du retard. Vous redemandez la parole, Lucien, parce que j'arrive pas à vous la donner. C'était une erreur. Ah, d'accord. Vous avez annulé tout seul votre demande de parole. Bon, c'est pour ça que je ne vous trouvais pas. Mais Lucien, je suis contente de savoir que vous m'entendez alors, parce que ce n'est pas tous les jours le cas. Donc, second principe, l'entropie créée est positive. Positive strictement si c'est réversible et égale à 0 si c'est réversible. C'est les 2 cas que je vous ai mis entre parenthèses. Si je l'ai encadré, ça veut dire qu'il faut l'apprendre, ça. Hein. Petit cas particulier, si le système est isolé thermiquement. Donc, c'est le cas d'une transformation adiabatique. J'en suis là. Si la transformation est isolée, si le système est isolé, on ne va pas avoir d'échange de chaleur entre l'extérieur et le système. Dans ce cas-là, l'entropie d'échange vaut 0. Et dans ce cas-là seulement, l'entropie créée est égale à delta S. Donc dans ce cas-là, delta S, on a dit ça ne dépend pas du chemin suivi.
puisque c'est une variation. S création, ça dépend du chemin suivi en général, mais dans le cas particulier d'une transformation adiabatique, ça n'en dépend pas, puisqu'il y a un des deux termes qui est nul. Alors, l'univers. Bon, l'univers est isolé, il n'y a rien à l'extérieur. Donc l'univers, on peut le décomposer en deux morceaux qui sont le système plus l'extérieur. J'en suis ici. Donc delta S de l'univers, c'est delta S du système plus delta S du milieu extérieur. Ça, c'est la propriété d'additivité. Delta S du système, qui est ici. Quand vous avez défini un système, sa variation d'entropie, par convention, on l'appelle delta S tout court et pas delta S du système. Donc delta S du système, c'est le terme que vous trouvez ici. Ça a perdu son indice. L'extérieur va gagner moins S échange. Donc ici, vous avez un terme, un signe, attention au signe, le signe moins qui est ici. Ça, c'est parce qu'on a dit S échange, ça va de l'extérieur vers le système. Du coup, delta S du milieu extérieur, c'est moins S échange. Et delta S du système, c'est plus S échange, plus S création. Les deux S échanges vont se simplifier. Et du coup, delta S de l'univers, c'est beau quand on dit ça, hein. Delta S de l'univers, c'est l'entropie créée par la transformation. Le second principe dit que c'est positif, et du coup, on va arriver à une conclusion vraiment qui fait conclusion philosophique, hein. L'entropie de l'univers, c'est une grandeur qui ne peut qu'augmenter. Depuis le Big Bang, l'entropie de l'univers a augmenté. C'est une des grandes vérités de la thermodynamique. Alors attention, il ne faut pas confondre la variation d'entropie et l'entropie créée. Donc le second principe, si vous devez l'énoncer, c'est bien entropie créée supérieure ou égale à 0. Par contre, delta S, la variation d'entropie tout court, ça peut avoir n'importe quel signe. Donc on peut avoir delta S positif, ça veut dire que l'entropie du système augmente, ou delta S négatif, ça veut dire que l'entropie du système diminue. Donc delta S, c'est une somme de deux termes. Il y a le terme positif qui est la création, plus le terme d'échange qui est positif ou négatif. Et du coup, le signe de delta S, ça dépend lequel des deux l'emporte. Donc attention, deuxième principe, c'est uniquement l'entropie créée qui est supérieure à 0. À ce stade, vous ne savez toujours pas ce qu'est l'entropie. Mais on va peut-être garder le suspense jusqu'à demain parce que ça me paraît un bon moment pour s'arrêter. Donc, comme d'habitude, je reste connectée quelques temps, enfin, quand je vois qu'il y a du monde. Donc, vous pouvez intervenir sur le chat et je vous donne la parole. Et sinon, je vous souhaite un bon cours de maths. Au revoir.